Mon frère a accidentellement défoncé ma véranda en verre à 12 000 $ avec son camion, parce que j'ai refusé de lui donner les clés de mon SUV entièrement payé pour ses 25 ans. J'imagine que mon pied a glissé, a-t-il ricané. Papa a dit, une personne avare et insignifiante comme toi ne mérite pas de belles choses. Je n'ai pas réagi. À 8h04 du matin, mon frère a appelé, hurlant depuis l'allée. La plante de jade était sur le rebord de la fenêtre de la véranda depuis 7 ans. Ma mère l'avait mise là l'après-midi où j'ai emménagé. Elle l'a posée sur le rebord, a tourné le pot une seule fois pour que la tige la plus épaisse fasse face à la vitre, et a dit qu'elle survivrait à tout le reste dans la maison si je la laissais tranquille. Elle avait raison pour la plante. La véranda, c'était 12 000 $ de panneaux de verre trempé, d'un cadre en aluminium, et de carrelage en céramique que j'avais posé moi-même sur 2 week-ends en octobre. Le camion de Troyes a traversé le mur est à 22h14, le 3 mars. Le verre ne s'est pas brisé comme je m'y attendais. Il s'est replié. J'avais acheté la maison 7 ans plus tôt, 3 mois après les funérailles de ma mère. Son assurance vie avait versé 68 000 $, répartis entre mon père, Marshall, et moi. 34 000 $ pour chacun. Marshall a pris sa moitié et l'a placée sur un compte d'épargne qu'il a mentionné 2 fois dans les années qui ont suivi, toujours dans le contexte de la prudence avec laquelle il le gérait. J'ai pris ma moitié et j'ai versé la compte pour une maison de 3 chambres sur Delmar Street, à 3 km de là où j'ai grandi. L'hypothèque était de 1 140 $ par mois. Je travaillais comme répartitrice de livraison chez Hendrix Trucking, gagnant 48 000 $ par an. Je consignais les itinéraires, les fenêtres d'incident et les pointages des chauffeurs, veillant à ce que tout se déroule comme prévu. J'ai ramené cette même discipline à la maison. J'ai établi un budget. J'ai été présente. J'ai remboursé mes dettes. En 3 ans, le telluride était payé. Un Kia gris foncé de 2019, d'une valeur d'environ 28 000 $ sur le marché actuel. Je ne prenais pas de vacances. Je plantais des choses dans le jardin, je posais du carrelage les week-ends et j'ai construit la véranda à partir d'un kit commandé en septembre, que j'ai assemblé pièce par pièce sur 2 samedis en octobre. Ma mère est morte 7 ans avant cette nuit-là, ce qui signifie qu'elle n'a jamais vu la véranda. Elle a vu la maison une fois, le jour de mon emménagement, avant que la morphine ne rende les déplacements difficiles. Elle avait apporté la plante de son propre rebord de fenêtre, un jade dans un pot en céramique, l'avait posé sur le rebord de la véranda, l'avait ajusté une fois, et avait dit ce qu'elle avait dit sur sa longévité. 3 semaines plus tard, elle n'était plus là. Mon frère 3 avait 18 ans. Mon père, Marshall, ne s'était pas effondré comme certaines personnes. Il répondait toujours au téléphone, acceptait encore des petits boulots comme homme à tout faire, se présentait toujours à Noël. Mais quelque chose en lui s'était éteint, et n'est jamais vraiment revenu. Alors j'ai fait ce que j'ai fait. Personne n'a demandé. Il n'y a pas eu de conversation à ce sujet. Ma mère m'avait dit de veiller sur 3 la semaine avant sa mort. Elle l'avait dit clairement, et je l'ai pris comme une instruction, même si j'aurais probablement dû le comprendre comme un souhait, exprimé par quelqu'un sous morphine qui n'avait plus le temps de dire les choses. 2 ans avant le 3 mars, j'ai commencé à payer la facture de téléphone de Marshall, soit 85 $ par mois. Il avait mentionné 2 fois en passant que les dépenses récurrentes étaient plus difficiles à gérer avec des revenus variables, non pas comme une demande, mais juste comme un fait sur sa situation. Et 1 mois après la 2e fois, j'ai ajouté son opérateur téléphonique à mes paiements automatiques sans rien dire. Quelques mois plus tard, j'ai trouvé un avis d'annulation de la compagnie d'assurance de Troyes sur son comptoir de cuisine, en passant déposer quelque chose. Je n'ai rien dit ce jour-là non plus. J'y ai réfléchi pendant 3 semaines, puis j'ai appelé l'assureur et j'ai changé le mode de paiement pour mon compte. 140 $ par mois. Donc, un total de 225 $ chaque mois pendant 24 mois. 5 400 $ sortant de mon compte et entrant dans leur vie, sans cérémonie ni reconnaissance. Je ne l'ai jamais mentionné. Troyes ne m'a jamais remercié. Marshall n'a jamais rien dit à ce sujet. Nous 3 avons continué à avoir des dîners d'anniversaire et des réunions de fêtes occasionnelles, et ces paiements se faisaient en arrière-plan. Comme tout soutien silencieux dans les familles, ils sont invisibles, jusqu'à ce que ceux qui les reçoivent aient besoin de prétendre qu'ils n'ont jamais existé. Troyes travaillait à temps partiel dans un magasin de pneus sur la route 9, pour environ 19 000 $ par an, selon les heures. Son camion était un F-150 de 2020 avec encore 22 000 $ à rembourser sur le prêt, et un paiement mensuel de 380 $ que Marshall avait co-signé,
car le seul revenu de 3 ne le qualifiait pas. Le camion lui donnait l'air plus aisé qu'il ne l'était, ce qui, je pense, faisait partie de l'intérêt. 3 se souciait des apparences. Il avait toujours été comme ça. Pas paresseux, pas stupide, mais orienté vers l'apparence d'une vie plutôt que sa construction. Au fil des ans, j'avais vu 3 prendre une série de décisions qui le maintenaient au même seuil, rester à temps partiel au magasin de pneus parce que le plein temps signifiait des responsabilités. Laisser Marshall co-signer pour le camion parce que c'était un camion qu'il ne pouvait pas se permettre autrement, vivre sans loyer sur Bearwood Court parce que c'était plus simple. Il n'était pas imprudent comme ceux qui se détruisent activement. Il était imprudent comme le sont les gens quand quelqu'un à proximité a toujours comblé le vide. J'avais comblé une partie de ce vide pendant 2 ans sans le dire. Marshall avait comblé le reste, tout en construisant une histoire pour expliquer pourquoi c'était la faute de quelqu'un d'autre. Pour son 25e anniversaire, Marshall a préparé le dîner dans sa location sur Bearwood Court. 6 d'entre nous à la table pliante qu'il utilisait pour tout. Marshall en bout de table, 3 à côté de lui, Kira en face de moi, et 2 amis de 3 du magasin de pneus à l'autre bout. Pâte en boîte, pain à l'ail sous film, un gâteau de supermarché avec un glaçage bleu. J'avais emballé une carte cadeau Visa de $200 dans du papier de soie et apporté une veste que 3 avaient montrée une fois dans un catalogue, une veste de travail en toile, olive foncé, le genre qu'il porterait vraiment. Il a ouvert le sac cadeau en premier, a regardé la veste, l'a drapé sur le dossier de sa chaise. Il a ouvert la carte, a lu le montant, l'a posé face contre la table. Puis il m'a regardé à travers la table pliante. « Je veux le telluride », a-t-il dit. Pas une question, pas de préambule. Il l'a dit avec les bras à plat sur la table et le menton droit. La façon dont on énonce une chose qu'on a déjà décidée. « Que veux-tu dire ?» ai-je dit. Le SUV. Tu vas au travail et tu reviens. Tu vis seul dans une maison de 3 chambres et tu arroses tes plantes. Moi, j'ai Kira. J'ai une vie. J'ai de vrais endroits où je dois être. Il a légèrement penché la tête, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à quelqu'un de lent. Tu utilises à peine cette voiture, Karen. Donne-moi les clés. Tu peux garder les plaques et t'occuper des papiers de transfert. Je m'arrangerai pour l'immatriculation. Il y avait 6 personnes à la table pliante, et je pouvais entendre le réfrigérateur s'allumer dans la cuisine. Kira regardait son assiette. Les 2 amis de 3 avaient tous les 2 reporté leur attention sur leur nourriture, avec l'immobilité spécifique de ceux à qui on avait dit que cela arriverait, et qui avaient décidé de ne pas avoir d'opinion. Non, ai-je dit. C'était le seul mot que j'avais de près, et c'était le seul mot qui était vrai. La mâchoire de 3 s'est crispée. Karen, je suis sérieux. Je sais, ai-je dit. La réponse est toujours non. Cette voiture est dans ton allée depuis combien de temps? 3 ans. Tu la conduis pour aller au travail et tu la ramènes à la maison. J'ai un camion avec des paiements que j'ai du mal à couvrir. Et toi, tu as un SUV payé qui dort dans le garage et dont tu n'as même pas besoin. C'est ma voiture, 3. C'est l'argent de maman qui l'a acheté, a-t-il dit. C'est ce que tout le monde sait. C'était de l'argent de famille. J'ai utilisé ma part de l'assurance de maman pour la compte de la maison. La voiture, je l'ai payée moi-même. Alors donne-moi la maison, a-t-il dit. Il a souri en le disant, comme si c'était une blague, mais il n'est pas revenu complètement en arrière. Marshall est intervenu. Ne sois pas égoïste, a-t-il dit. Il a posé sa fourchette et m'a regardé avec l'expression qu'il utilisait quand il décidait d'être raisonnable. Ton frère demande une seule chose. Une seule chose, Karen. Tu as cette voiture dans l'allée, entièrement payée. L'argent de l'assurance de ta mère est allé à cette famille. Ça nous inclut tous. J'ai utilisé ma part de cette assurance pour la compte, ai-je répété. Chaque paiement d'hypothèque depuis lors a été le mien. N'en fais pas un livre de compte, a dit Marshall. Nous sommes une famille. Alors demande-le comme une famille, ai-je dit. Ne me dis pas que c'est déjà décidé. 3 a ouvert la bouche. Marshall a regardé son assiette. Aucun des 2 n'avait plus rien à dire après ça. J'ai regardé mon père. 58 ans, il n'avait pas payé sa propre facture de téléphone depuis 2 ans. Son nom était sur le prêt du camion de 3 comme co-signataire, parce que les revenus de 3 ne suffisaient pas.
Il vivait dans une location de 2 chambres sur Bearwood Court et parlait d'argent de famille comme si c'était quelque chose qu'il gérait. J'ai pensé à dire tout ça. J'ai pris ma veste à la place. J'ai une longue journée demain, ai-je dit. 3 a commencé à dire quelque chose. J'étais déjà debout. J'ai pris mon sac, dit bonne nuit à Kira, et suis sorti du dîner d'anniversaire. J'ai conduit jusqu'à Delmar Street avec la radio éteinte, pensant au visage de 3. Pas blessé quand j'ai dit non. Surpris. L'expression de quelqu'un qui s'attendait à un résultat différent, à qui on avait dit qu'un résultat différent était prévu. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant un moment, dans le noir. La plante était sur le rebord de la fenêtre de la véranda, comme toujours. J'ai fait du thé. Je suis allé me coucher. À 22h14, je l'ai entendu. Un craquement profond et compressant à l'arrière de la maison. Puis de l'aluminium qui grince à un point qu'il n'a jamais été conçu pour plier. Puis le verre se repliant vers l'intérieur, sans se briser. Se repliant. J'étais hors du lit avant que le moteur du camion ne se coupe. Le temps que j'atteigne l'embrasure de la cuisine et que je regarde vers la véranda, le camion de 3 avait défoncé le mur et s'était immobilisé avec l'avant à l'intérieur de la pièce. Un panneau de verre était tombé d'un bloc et s'était fissuré en une seule longue fracture contre le carrelage. 2 autres s'étaient brisés sur le cadre en aluminium en morceaux assez petits pour être projetés jusqu'au mur du fond. Le carrelage, que j'avais posé moi-même, était fendu là où le pneu avant s'était immobilisé. L'odeur m'a frappé avant tout le reste. L'air froid de la nuit à travers le mur est ouvert, les gaz d'échappement, la céramique brisée. Le moteur du camion tournait encore, ses phares projetant une lumière blanche à travers l'intérieur et dessinant des ombres dures sur le cadre en aluminium. La terre de la plante s'était répandue sur le carrelage en un arc pâle. 3 des paniers suspendus le long du rail nord étaient intacts. Un était tombé et s'était fendu. La véranda, à la lumière normale, était la pièce la plus finie de la maison. Là où le travail du week-end était le plus visible, où le motif de carrelage que j'avais mesuré et coupé 3 fois était posé exactement comme je l'avais prévu. Maintenant, il y avait un camion au milieu. 3 est sorti du côté conducteur et s'est tenu dans le verre brisé. Il a regardé les débris autour de ses bottes, le carrelage fendu, le cadre tordu. Puis il m'a regardé, debout dans l'embrasure de la cuisine. Il a souri. J'imagine que mon pied a glissé. J'ai regardé derrière lui. La voiture de Marshall était au bord du trottoir, derrière le portail latéral, phares allumés, moteur en marche. Sa silhouette était visible à travers la vitre du conducteur. Il n'était pas sorti. Il est sorti à ce moment-là. Il est passé par le portail latéral, a contourné le camion et s'est arrêté à quelques mètres de la porte de la cuisine. Il a regardé la véranda, le verre, le cadre tordu, le carrelage fissuré, la plante de jade par terre, là où elle avait été renversée du rebord de la fenêtre. Le pot était fissuré à la base, la terre étalée en cercle sur le carrelage, mais les tiges étaient toujours droites et vertes. Puis il m'a regardé. Une personne avare et insignifiante comme toi ne mérite pas de belles choses. Il l'a dit d'une voix posée, comme un homme lisant quelque chose qu'il avait écrit plus tôt. L'assurance de ta mère a acheté cette maison. C'était de l'argent de famille, pas ton compte d'épargne personnel. 3 avait besoin d'une voiture. Tu en as 2. Il t'a demandé une seule chose, une seule fois, et tu as dit non comme si ça allait te coûter la vie. Tu es assise dans une maison que tu n'as pas méritée. Tu conduis une voiture que tu utilises à peine. Tu fais pousser des plantes dans une pièce en verre pendant que ton frère se promène dans un camion qu'il peut à peine se payer. Tu n'as pas le droit de te sentir blessé. Tu as tout eu. Il n'a rien eu. Et tu te demandes pourquoi son pied a glissé. Il s'est retourné et est reparti par le portail latéral. 3 l'a suivi. Marshall a quitté la rue sans éteindre ses phares. Je suis resté dans l'embrasure de la cuisine et j'ai écouté jusqu'à ce que le bruit du moteur disparaisse. Puis je suis entré dans la véranda. La plante était par terre, à la base du cadre de la fenêtre fissurée. Le pot en céramique avait une fissure nette qui courait du bord jusqu'à la base d'un côté, mais il tenait encore. La terre s'était renversée en un cercle, mais les racines étaient compactes et intactes. Elles sont peu profondes et serrées. Si on les récupère assez tôt, elles survivent à presque tout. J'ai ramassé la plante, je l'ai portée sur le comptoir de la cuisine et j'ai tassé la terre meuble autour de la base avec 2 doigts. Je l'ai regardé un moment sous la lumière de la cuisine. Ça, c'était ma réaction.
Pas de cris, pas de larmes. Ramasser la plante et la mettre quelque part où elle ne serait pas plus endommagée. Voici quelque chose qu'on apprend après 8 ans à la répartition. On apprend à avancer en ligne droite quand tout autour est tordu. Un chauffeur signale une collision à 6 heures du matin sur un pont. Une livraison est bloquée sur un quai à 3 comtés de là. Un client appelle depuis un entrepôt, attendant un camion qui est maintenant enroulé autour d'une glissière de sécurité. On ne s'arrête pas pour évaluer la forme du problème. On identifie ce qu'on peut contrôler, et on s'y attaque en premier. Le reste s'organise en séquence si on commence par la bonne étape. La plante était une étape que je pouvais franchir, alors je l'ai franchie. Puis je suis resté dans la cuisine, la plante sur le comptoir, et j'ai regardé ce qui restait à faire. Et j'ai commencé à le faire, dans l'ordre. Si vous écoutez Susurro de Reddit et que cette histoire résonne en vous, restez avec nous. Ce qui s'est passé ensuite et ce qu'ils n'ont pas vu venir. J'ai pris mon téléphone sur la table de chevet et j'ai commencé à photographier la véranda à 22h30. 71 photos. Le mur est à 3 distances, les 2 murs latéraux, la position du camion par rapport au cadre, le carrelage fissuré, les panneaux brisés, l'aluminium tordu au point d'impact, la plaque d'immatriculation, et l'horodatage affiché sur mon téléphone pour chaque photo. Puis j'ai ouvert l'application Ring. La caméra de la cour latérale avait tout capturé. 22h13, le camion de 3 tourne au ralenti au fond de l'allée. 3 est visible à travers la cabine, tournant la tête à gauche, puis à droite, vérifiant délibérément les 2 directions avant de reculer. 22h14, le camion accélère en marche arrière dans le mur. 22h15, 3 sort et reste là, les mains le long du corps, avec une expression qui n'est pas du regret. Et sur chaque image, la voiture de Marshall au bord du trottoir, phares allumés, porte jamais ouverte, sa silhouette sur le siège du conducteur. Il a vérifié les 2 directions avant de reculer. C'est ce que montrait la vidéo. C'est à ça que ressemble une vérification quand on est sur le point de faire quelque chose exprès. J'ai appelé la ligne non urgente de la police à 22h38. L'agente est arrivée à 23h15, a photographié la scène elle-même, a pris ma déclaration, a enregistré la vidéo depuis l'écran de mon téléphone, et a rempli le rapport avant de partir. Elle a dit que la destruction délibérée de biens de plus de 10 000 $ atteignait le seuil de crime dans notre État. Les 12 000 $ de verre et de cadre de la véranda le dépassaient. Elle m'a donné le numéro de dossier sur une carte. J'ai appelé une dépanneuse 24H24 à 23h30. Le camion de 3 était sur ma propriété, immobilisé dans ma véranda, et abandonné par son propriétaire. L'autorité du propriétaire pour faire enlever les véhicules non autorisés est standard et peu compliquée. Le dépanneur est arrivé à minuit, a accroché l'avant du camion et la sortie du cadre du mur en marche arrière, ce qui a fait tomber le dernier panneau debout d'un seul coup. Il a chargé le camion sur la dépanneuse. J'ai regardé depuis la cuisine, la plante sur le comptoir. Petra est arrivée par le portail latéral à minuit 45. Elle habite à côté, une factrice de 34 ans qui ne parle pas beaucoup, mais qui se présente quand les choses vont mal et ne demande pas d'explication. Elle avait vu les gyrophares de la police par sa fenêtre et avait attendu que la dépanneuse soit partie. Elle a apporté une couverture drapée sur son bras et 2 tasses de camomille. Elle s'est assise sur le porche, en dessous de la porte de la cuisine, et m'en a tendu une. Elle a regardé le mur et barricadé. L'agente m'avait aidé à appuyer une plaque de contreplaqué sur l'ouverture avant de partir. Juste assez pour empêcher l'air de la nuit de circuler librement dans la maison. Petra l'a regardé pendant quelques secondes sans rien dire. Puis elle s'est assise sur la marche du porche et a enroulé ses mains autour de sa tasse. « La plante va bien ?» a-t-elle demandé. « Oui, ai-je dit. Le pot est fissuré, mais la plante va bien. » Elle a hoché la tête comme si c'était une bonne nouvelle, ce qui était le cas. Elle n'a pas posé de questions sur 3. Elle n'a pas posé de questions sur Marshall. Elle avait vu la police et la dépanneuse, et elle avait une image raisonnablement claire de la situation. Elle s'est assise avec moi. 20 minutes sont passées. Elle a dit, « Tu veux que je reste ?» Oui, ai-je dit. Elle est restée jusqu'à 2 heures du matin. Elle est rentrée chez elle. Je me suis allongé sur le canapé et n'ai pas beaucoup dormi. Et quand je le faisais, j'entendais à moitié le bruit du verre qui se pliait. À 8h04 du matin, mon téléphone a sonné. Le nom de 3 sur l'écran. Je l'ai regardé sonner 4 fois et basculer sur la messagerie vocale.
Son message était 6 secondes de hurlement, « Où est mon camion ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Quelque chose qui claque en arrière-plan. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, face contre table, et j'ai rouvert l'application Ring. 22h13. Le regard à gauche, le regard à droite, la marche arrière délibérée. J'ai failli répondre au téléphone. Ma main était dessus, mais la plante était sur le comptoir à côté de moi, la terre encore meuble là où je l'avais tassée la veille. Et j'ai pensé à ma mère tournant le pot une fois sur le rebord de la fenêtre le jour de mon emménagement, l'ajustant pour que la tige la plus épaisse ait le meilleur angle par rapport au verre. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. À 8h30, j'ai appelé mon assurance habitation et j'ai ouvert un dossier. La franchise était de 1500 $. L'agent a dit qu'avec un rapport de police nommant le responsable et une vidéo montrant des dommages délibérés, leur équipe de subrogation poursuivrait 3 pour le montant de la réclamation une fois réglée. J'ai envoyé le fichier vidéo par email pendant que nous étions encore au téléphone. Lundi, jour 3, je suis allé au bureau de l'avocat. Le beau-frère de Petra m'avait donné la référence l'année précédente pour une autre affaire. Il avait dit que l'homme était précis et ne facturait pas le temps qu'il n'avait pas mérité. J'ai tout apporté, le numéro de dossier, la vidéo sur une clé USB, un devis écrit d'un entrepreneur que j'avais appelé samedi matin aux 12 000 $ pour les panneaux de verre et le cadre, 1100 $ en incluant le carrelage et 3 mois de relevé bancaire avec les lignes de virement mensuelles surlignées. 85 $ à l'opérateur de Marshall, 140 $ à l'assureur de Troyes. 24 lignes. L'avocat a tout examiné en 40 minutes. Il a posé 3 questions. Le camion était-il immatriculé au nom de Troyes? Oui. Marshall était-il présent sur les lieux? La caméra le montre au bord du trottoir tout le temps. Les paiements bancaires étaient-ils volontaires ou faisaient-ils l'objet d'un accord documenté? Volontaire. Aucun accord. Aucune demande. Il a rédigé la lettre de mise en demeure. 14 150 $. 12 000 pour la véranda, 1500 pour les réparations d'urgence, 350 pour le remorquage, 300 pour le bois et les planches. Troyes et Marshall tous deux nommés comme défendeurs, Marshall pour présence documentée et complicité. Les lettres sont parties en recommandé le jour 7. Confirmation de livraison aux 2 adresses le matin du jour 8. Le camion de Troyes était toujours à la fourrière, accumulant 75 $ par jour de frais de gardiennage, en plus des 350 $ de remorquage. Au 7e jour, il devait 800 $ juste pour le récupérer. Il a appelé Marshall. Marshall lui a dit qu'il trouverait une solution et m'a appelé ce soir-là pour laisser un message vocal. Ça devient incontrôlable, Corinne. Nous devons nous asseoir avant que ça n'aille plus loin. J'ai failli le rappeler. J'étais sur le parking de Hendrix à la fin de ma journée, son nom sur mon écran. Puis j'ai pensé à ce que l'avocat avait dit, ne discutez pas de la plainte civile en dehors des canaux formels. J'ai mis le téléphone dans mon sac et je suis rentré. J'ai arrosé la plante ce soir-là, je lui ai parlé un peu. Ma mère disait que parler aux plantes les aidait, ce que je pensais être une absurdité jusqu'à ce que je me surprenne à le faire à 32 ans. Puis le jour 5 est arrivé. J'étais à mon bureau de répartition chez Hendrix, le mercredi après-midi, quand mon téléphone a vibré avec un texto de Kira. Nous n'avions jamais échangé de texto directement. J'avais son numéro d'une conversation de groupe que Marshall avait créée pour le dîner de Noël il y a 3 ans, et il était resté là, inutilisé. Le message était court et précis. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Je veux que tu le saches. Mais il y a quelque chose que tu devrais probablement savoir. Ton père a dit à Troyes il y a des mois que la voiture était à lui. Troyes me l'a dit en janvier. Il l'a dit à des gens au magasin de pneus. Il pensait que c'était une affaire conclue. Je pensais que tu savais. Je l'ai lu 3 fois à mon bureau, puis je me suis excusé et je suis allé à ma voiture sur le parking. Janvier. 10 semaines avant le 3 mars. Troyes racontait aux gens, à sa petite amie, à ses collègues, à quiconque dans son entourage, qu'il allait avoir le telluride pour son anniversaire. Pas comme un espoir, comme un fait. Marshall lui avait dit que c'était réglé. Il avait promis un bien sur lequel il n'avait aucun droit, à une personne à qui il avait passé 7 ans à apprendre à en vouloir à celle qui le possédait. Quand j'ai dit non au dîner d'anniversaire, je n'avais pas simplement refusé une demande. J'avais fait s'effondrer une promesse que Marshall avait faite en mon nom, sans jamais m'en parler. La ligne brutale dans les décombres de la véranda, le discours sur la personne avare et insignifiante,
ce n'était pas le chagrin de mon refus. C'était Marshall qui réécrivait la nuit en temps réel, transformant mon refus en un défaut de caractère pour que personne dans cette pièce ne regarde de trop près ce qu'il avait mis en mouvement. Il avait conduit 3 chez moi. Il s'était garé au bord du trottoir avec ses phares allumés, s'était assis dans sa voiture et avait regardé son fils défoncer mon mur avec un camion. Pas parce que c'était un parent complice pris dans la colère de son fils. Parce qu'il avait besoin que ça arrive. Si 3 piquait une crise et rentrait chez lui, Marshall restait un menteur. La seule version du 3 mars qui nettoyait le mensonge était celle où la destruction avait déjà eu lieu, et où j'étais celle qui refusait de faire ce qu'il fallait. Je suis resté assise dans ma voiture sur le parking de Hendrix et j'ai pensé à chaque conversation que je me souvenais avoir eue avec Marshall au cours des 7 dernières années. Chaque dîner où il avait mentionné la maison, combien elle était grande pour une personne, combien j'étais chanceuse que l'assurance de maman l'ait rendue possible. Chaque référence au SUV. Chaque fois qu'il avait orienté la conversation vers ce qui avait été distribué à la mort de maman, comme si un compte n'avait pas été réglé. J'avais pensé qu'il était en deuil. J'avais payé sa facture de téléphone en me disant que c'était de la compassion. Ce que le texto de Kira a clarifié, c'est que Marshall n'avait pas été incertain. Il avait été délibéré. Chaque référence à la maison comme l'argent de la famille, chaque mention de ma voiture, chaque dîner où 3 étaient présents pour l'entendre, c'était des versements sur une dette que, selon lui, je devais. En janvier, le livre de comptes que Marshall avait construit dans la tête de son fils avait un article spécifique en haut de la liste, le telluride. Les clés, sans condition, et Marshall avait promis la livraison. J'ai appelé Petra depuis le parking, je lui ai dit ce que Kira avait dit. Elle est restée silencieuse un moment. Alors il a construit ça pendant 7 ans, et il a conduit le camion là-bas. Oui. D'accord, a-t-elle dit. Samedi. Je savais ce que samedi signifiait. Au jour 7, les lettres recommandées sont arrivées à Biroudcourt. 3 a ouvert la sienne à la table de cuisine de Marshall. Il a appelé Marshall sur son lieu de travail et a lu le montant à voix haute. Marshall lui a dit de se calmer et qu'il s'en occuperait. Ce soir-là, Marshall a laissé un message vocal sur mon téléphone. Voix posée, ton assuré, la même voix qu'il utilisait pour tout. Viens chez moi samedi. On va résoudre ça en famille. Il l'a dit comme quelqu'un qui annonce une chose déjà décidée, et que tout le monde est juste en train de rattraper. J'ai failli supprimer le message vocal sans l'écouter en entier. Mon pouce était sur le bouton, j'étais fatigué, et la mise en demeure était déjà déposée. Je pensais que c'était peut-être assez. Puis je l'ai entendu dire, résoudre ça en famille, et j'ai réalisé qu'il pensait encore qu'il gérait la situation. C'est ce qui m'a décidé à y aller. J'ai texté Petra, peux-tu conduire samedi? Elle a répondu, déjà dans la voiture. Si vous voulez voir où cela mène, restez avec nous. Susurro de Reddit est exactement l'endroit où des histoires comme celle-ci trouvent leur fin. Abonnez-vous si c'est le genre de vérité que vous avez besoin d'entendre. Le jour 8 était un samedi. Je portais un pull gris, des chaussures plates, et j'avais un dossier avec 3 documents. Petra m'a déposé au coin de la rue de Marshall et s'est garée avec un livre et sa tasse de voyage. Elle a dit qu'elle serait là. J'ai monté les marches du porche de la location sur Biroudcourt et je suis entré. La porte n'était pas verrouillée, ce qui était la façon de Marshall de dire qu'il m'attendait, selon ses propres termes. Salon de Marshall. 3 sur le canapé, bras croisés, mâchoires serrées. Kira dans l'embrasure de la cuisine, son sac toujours à l'épaule, ce qui me disait qu'elle n'avait pas décidé combien de temps elle resterait. Marshall dans son fauteuil, doigts entrelacés, la posture d'un homme tenant une réunion dans son propre bâtiment. Je me suis assise sur la chaise en face de lui, j'ai posé mon téléphone sur la table basse. Marshall, nous devons gérer ça en famille. Les choses ont dérapé, et maintenant nous avons des documents légaux impliqués alors que ça aurait dû rester interne. Il avait préparé cette ouverture. La cadence était trop lisse. Je veux que nous résolvions ça avant que ça n'aille plus loin. J'ai connecté mon téléphone à son Chromecast. Je le lui avais installé 2 Noëls auparavant, j'avais appairé l'appareil, lui avais montré comment l'utiliser, et écrit le mot de passe sur un post-it qu'il avait collé sous la télécommande. Il m'appelait encore quand la connexion sautait. J'ai ouvert le fichier vidéo de Ring et j'ai appuyé sur Play. 63 secondes sur sa propre télévision. 22h13 le camion de 3 au fond de l'allée. Moteur en marche.
Le lampadaire frappant la cabine juste assez pour le montrer au volant. Tête tournant à gauche, puis à droite. Une pause. Puis le camion en pleine accélération arrière. Le mur est recevant l'impact en temps réel. Les panneaux de verre se pliant. Le cadre en aluminium se tordant vers l'intérieur par section. 3 sortant du côté conducteur. Se tenant dans le verre brisé. L'expression sur son visage. Et sur chaque image, de la première à la dernière seconde, la voiture de Marshall au bord du trottoir, phares allumés, sa silhouette sur le siège du conducteur, porte fermée tout du long. Marshall s'est regardé sur sa propre télé. Sa mâchoire a commencé à bouger dans un lent grincement latéral, involontaire, le genre de mouvement qu'un visage fait quand le corps essaie de gagner du temps que le cerveau ne peut pas utiliser. Ses doigts se sont resserrés sur la coudoir jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Il n'a pas quitté l'écran des yeux pendant 11 secondes complètes après la fin de la vidéo. Quand il a relevé les yeux, il a regardé le tapis entre ses pieds. Les mains de Troy s'étaient aplaties et élargies sur ses cuisses. Sa bouche s'est ouverte une fois, n'a produit aucun son, s'est refermée, s'est rouverte. Il a regardé Marshall. Marshall regardait toujours le tapis. Puis la chaise de Troy a reculé de 10 cm et sa main droite est allée à l'arrière de son cou et y est restée. Il a dégluti 2 fois. Ses yeux bougeaient comme les yeux de quelqu'un qui essaie d'assembler une phrase qu'il ne peut pas finir. Kira est entrée complètement dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Son sac était toujours à son épaule. J'ai posé le relevé bancaire sur la table basse. 24 lignes, $225 par mois, chaque mois pendant 2 ans. $85 à l'opérateur de Marshall, $140 à l'assureur de Troy. Date, montant, nom des comptes. $5400 au total, en noir sur blanc. Puis la lettre de mise en demeure, $14 150. Les 2 noms en haut de la page. Troy a craqué avant la posture de Marshall. Papa m'a dit que tu me donnais la voiture. Sa voix est sortie instable. Dépouillé de la certitude qu'il avait en entrant. Il l'a dit en janvier. Il a dit que c'était déjà décidé. Il a dit que l'argent de maman avait payé la maison, que c'était de l'argent de famille, et que tu allais faire ce qu'il fallait parce que c'est qui tu es. Et il m'a dit de demander au dîner. Il a dit que tu dirais oui. Il a regardé Marshall. Tu m'as dit qu'elle dirait oui. La mâchoire de Marshall a travaillé une fois. Il a regardé le tapis. Il n'a pas nié. Il n'a pas regardé Troy. Il n'a pas offert une version des événements qui l'exonérait. Il a juste regardé le tapis entre ses pieds et a laissé le silence remplir la forme de ce qu'il avait fait. Ce silence venant de lui était sa propre confirmation. Troy était entré dans cette pièce en s'attendant à ce que Marshall ait une réponse prête. Il avait vécu avec la version des événements que Marshall lui avait donnée pendant des années. Le tapis a tout dit d'un coup. J'ai laissé ça s'installer pendant 5 secondes complètes. La pièce était assez silencieuse pour entendre le réfrigérateur dans la cuisine s'allumer, Kira changer de poids dans l'embrasure de la porte, et la lente expiration de Marshall par le nez. Tu as dit à Troy que je lui donnais ma voiture, ai-je dit à Marshall. Tu ne m'as jamais demandé. Tu as pris un engagement avec un bien qui m'appartient. Pour une personne à qui tu as passé 7 ans à apprendre à me détester. Et quand cet engagement s'est effondré à un dîner d'anniversaire, tu l'as conduit ici dans le noir et tu es resté au bord du trottoir, phares allumés, pendant qu'il défonçait mon mur et avec un camion. Tu as regardé toute la scène depuis le siège du conducteur. Ta porte ne s'est ouverte que lorsque le verre était déjà par terre. Puis tu es venu et tu as fait un discours sur ce que je méritais. La bouche de Marshall a bougé. Karen, je ne lui ai jamais dit d'y aller. Sa voix s'est éteinte. Tu lui as dit que la voiture était à lui, ai-je dit. En janvier. Il l'a dit à Kira en janvier. Il l'a dit à des gens à son travail en janvier. Ce n'est pas un malentendu. Marshall a fermé la bouche. L'a rouverte. Les choses ont dérapé. Tu l'as conduit chez moi, ai-je dit. Tu es resté assis dans ta voiture au bord du trottoir. Ça, ce n'est pas les choses qui dérapent. C'est une décision. J'ai glissé le relevé bancaire vers lui. $85 par mois, ta facture de téléphone pendant 2 ans. $140 par mois, l'assurance auto de 3 pendant 2 ans. $5400 de mon compte. Pendant que tu étais de l'autre côté de la ville, à lui raconter que j'avais tout pris à la mort de notre mère et qu'il n'avait rien eu.
Je finançais l'histoire que tu construisais contre moi. J'ai regardé 3. Tu as 25 ans. Tu gagnes 19 000 $ par an. Tu m'as demandé une voiture de 28 000 $ parce qu'un homme qui ne pouvait pas payer sa propre facture de téléphone t'a dit qu'elle était déjà à toi. Voilà le tableau complet. La voix de 3 s'est brisée. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Il s'est arrêté, a regardé ses mains. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Tu as défoncé mon mur avec un camion, ai-je dit. Tu pensais qu'il se passerait quoi? Il n'a pas répondu. De retour à Marshall. Il y a un rapport de police. Il y a un dossier d'assurance actif. Il y a une mise en demeure civile que ton avocat a déjà. Ton nom est sur le prêt du camion de 3 comme co-signataire. Quand l'accusation de vandalisme criminel apparaîtra sur son dossier de conduite et que son assureur réévaluera sa prime, le paiement du prêt augmentera avec. Quand il ne pourra pas couvrir la différence avec 19 000 $ par an, ça deviendra ta responsabilité. Tu n'as pas seulement regardé le 3 mars. Tu es un défendeur pour ce que tu as regardé. La mâchoire de Marshall s'est crispée. On peut régler ça entre nous. Tu n'as pas besoin d'un avocat pour ça. Je n'avais pas besoin d'un avocat jusqu'à ce que ton fils défonce ma véranda avec un camion, ai-je dit. Et nous voilà. J'ai pris la lettre de mise en demeure. Ta facture de téléphone est annulée lundi. L'assurance de 3 est annulée lundi. Les trajets, les courses, les dîners d'anniversaire. Fini. Je ne suis pas le fonds familial. Je suis la personne dont vous avez détruit la véranda. C'est le dernier dollar, la dernière faveur, la dernière fois que ce téléphone est décroché par moi quand c'est toi à l'autre bout. C'est terminé. Le sang-froid de 3 a complètement volé en éclats. Je paierai pour ça. Tout. Laisse juste tomber le rapport et laisse-moi récupérer le camion. On peut repartir de là. Je suis désolé. Je le jure. S'il te plaît, laisse tomber. J'ai glissé la lettre de mise en demeure sur la table basse vers lui. Une page, déjà déposée. En tête de l'avocat, les 2 noms, le chiffre en haut à droite. Je n'ai rien dit. Kira a retiré son sac de son épaule et l'a tenu à son côté. Elle a traversé le salon depuis la cuisine jusqu'à la porte d'entrée, sans regarder 3. Elle l'a ouverte, est passée, et l'a refermée derrière elle. Le loquet s'est enclenché. La maison était silencieuse. Sur la télévision de Marshall, le Chromecast était toujours connecté, la vidéo figée sur sa dernière image, sa voiture au bord du trottoir, ses phares allumés, l'horodatage indiquant 22h14 dans le coin inférieur. J'ai texté Petra, fini. Je suis sorti, j'ai descendu les marches du Porsche, traversé la pelouse jusqu'au coin où elle était garée. Elle m'a tendu sa tasse de voyage sans demander. Je l'ai tenue pendant le trajet du retour, regardant la rue défiler par la fenêtre. La personne avare et insignifiante possède la maison, la voiture et le rapport de police. Toi, tu possèdes un camion dans une fourrière et un père qui a menti. 3 est allé à la fourrière le jour 14. Le total pour la libération était de 800 $, 350 $ de remorquage, 6 jours de gardiennage à 75 $ par jour. Il a posé sa carte sur le comptoir. La femme l'a passée et l'a glissée en retour. Refusé. Il a appelé Marshall depuis le banc à l'extérieur du bureau de la fourrière, d'où l'on pouvait voir à travers le grillage. Son camion était à 3 rangées de distance. Le pare-choc avant était violemment plié contre la calandre. Le boîtier du phare droit était brisé, là où il avait accroché le cadre de la véranda pendant le remorquage. Le pare-choc tordu était visible depuis le banc. 3 s'est assis et l'a regardé pendant que le téléphone de Marshall sonnait 2 fois dans le vide, avant que Marshall ne réponde d'une voix plate et dise « Je ne les ai pas », il a raccroché. 3 est retourné au guichet et a demandé s'ils acceptaient les paiements échelonnés. Il n'acceptait pas. Il est retourné sur le banc. Il est resté assis là un moment, regardant le camion à travers la clôture, sans rien faire. 3 semaines après le 3 mars, Marshall est venu à Delmar Street pour rendre une boîte d'outils de 3 qui avait été dans la benne du camion. La fourrière avait restitué les effets personnels séparément. Il s'est garé au bord du trottoir, à l'endroit exact qu'il avait utilisé le 3 mars. Phares éteints cette fois. Il a monté les marches du Porsche avec la boîte en carton et l'a posée près de la porte d'entrée. Il n'a pas sonné. De l'autre côté de la rue, Monsieur Hang était sur son Porsche, son courrier dans une main,
immobile. Il a regardé la voiture de Marshall, puis il a regardé Marshall, puis il est retourné à son courrier sans bouger autrement. Une voisine qui promenait son chien sur Delmar tous les matins à cette heure-là a tourné au coin, a vu la voiture au bord du trottoir, et a traversé sur le trottoir d'en face sans changer de rythme. Elle n'a pas regardé. Marshall est retourné à sa voiture, est monté, et est resté assis sur le siège du conducteur pendant 1 minute entière, les mains sur les genoux, avant de démarrer le moteur. Personne n'a salué. La rue était silencieuse, comme elle le devient quand les gens se sont fait une opinion et ont décidé que le silence est suffisant pour la communiquer. La dépanneuse de saisie est arrivée dans l'allée de Marshall à 7h30 du matin, le jour 45. 3 avait, à un moment donné, sorti le camion de la fourrière, emprunté ou rassemblé les $800, et l'avait déplacé dans l'allée de Marshall parce qu'il n'avait nulle part où mettre un véhicule qu'il n'arrivait pas à faire rouler correctement après les dégâts. Et au jour 45, il avait manqué 2 cycles de paiement. Le prêteur avait envoyé des avis que Marshall avait vus au nom de 3 et n'avait rien fait. 2 hommes en veste de travail sont arrivés à 7h30 et ont commencé à accrocher le châssis avec l'efficacité de gens qui font ça avant que la plupart des gens ne soient réveillés. 3 est venu à la fenêtre de la cuisine quand il a entendu le camion. Il a ouvert la porte d'entrée de Marshall. Le chauffeur de la dépanneuse lui a dit de reculer. Alors 3 s'est tenu dans l'embrasure de la porte de la location de 2 chambres de son père et a regardé son camion être chargé sur une dépanneuse pour la 2e fois en 6 semaines. Marshall était à la table de la cuisine derrière lui, un avis de recouvrement de co-signataire à la main. $22 000 de solde restant. 30 jours pour répondre. Les intérêts continuaient de courir. Il a regardé l'avis, puis la table de la cuisine. Il n'a pas regardé 3. Il n'a rien dit sur le camion dehors. Ils ont dîné ce soir-là à la table pliante qui avait accueilli 6 personnes pour un dîner d'anniversaire 6 semaines plus tôt. Juste 2 maintenant. Pas de conversation. La facture de téléphone de Marshall était arrivée pour la première fois en 2 ans à son propre nom. $85 qu'il n'avait pas budgétisé. Il l'a payé. Il n'en a pas parlé. Sur Delmar Street, la véranda était barricadée. Des planches sur l'ouverture du muret, des 2x4 encadrant le trou. L'entrepreneur commençait le 12 avril. Le dossier d'assurance était approuvé et en cours de traitement selon le calendrier standard, ce qui signifiait des semaines, pas des jours. La cuisine semblait plus petite sans la lumière du matin qui passait autrefois par la vitre de la véranda. Il y avait une qualité à cette lumière, aux premières heures, que la fenêtre au-dessus de l'évier ne pouvait pas reproduire. Mais la fenêtre au-dessus de l'évier faisait son travail. La plante de jade était sur ce rebord de fenêtre, dans le pot en céramique de Petra, gris vert, légèrement plus large que l'original fissuré, avec du terreau frais que Petra avait apporté dans un petit sac le matin après la destruction, avec le pot lui-même, de sa propre étagère. Le pot fissuré était dans le bac de recyclage. La plante n'avait rien remarqué. Même tiges épaisses et compactes, même système racinaire peu profond, même élan vers n'importe quelle fenêtre disponible. Elle recevait la lumière dont elle avait besoin, et elle allait bien. Le message vocal de Marshall était toujours non lu sur mon téléphone. Vieux de 4 semaines. La notification était là chaque fois que je déverrouillais l'écran. Un nom, un horodatage, une durée de 43 secondes que je n'avais pas écouté. Je le regardais parfois. Je posais le téléphone face contre le comptoir. Je buvais mon café. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Petra sur son porche d'à côté, lisant avec sa tasse sur la balustrade. Elle m'a vu à la fenêtre et a levé 2 doigts. J'ai levé les miens en retour, à travers la vitre. La véranda serait reconstruite d'ici juin. Petra avait déjà proposé de m'aider à reposer le carrelage. Elle avait posé du carrelage dans sa propre salle de bain une fois et disait se souvenir assez de la technique pour être utile. J'avais déjà commandé le même carrelage en céramique, du même fournisseur, le même motif, les mêmes dimensions. J'allais le reposer exactement comme il était. Le carrelage avait été bien posé, et il n'y avait aucune raison de changer quelque chose qui avait été bien fait, juste parce que quelqu'un avait roulé dessus. Sur Birchwood Court, 2 hommes qui ne s'étaient pas parlé au dîner vivaient dans une location de 2 chambres avec un avis de recouvrement sur la table et pas de camion dans l'allée. 3 avaient demandé des heures à plein temps au magasin de pneus, non pas parce qu'il avait eu une révélation, mais parce qu'il avait besoin du revenu et qu'il n'avait plus d'autres options. Marshall a payé sa propre facture de téléphone pour le 2e mois consécutif. S'il pensait aux 24 mois précédents en le faisant, je ne saurais le dire,
et je n'avais pas besoin de le savoir. La plante de jade était déjà reconstruite. Nouveau pot, nouvelle terre, même plante, même tige, même élan vers n'importe quelle lumière apportée. Ma mère avait eu raison depuis le début. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'être ramassée du sol, de recevoir quelque chose de propre pour pousser, et d'être placée quelque part avec une fenêtre. Elle avait tout ça maintenant. Moi aussi. Si vous êtes arrivé à la fin de cette histoire, alors vous savez déjà à quoi sert cette chaîne. Susurro de Reddit est l'endroit où ces histoires atterrissent quand elles sont trop réelles pour tout autre endroit. Abonnez-vous. La prochaine arrive.